Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le livre de l'Exode n'est donc pas un texte biographique, vous l'avez compris. Les historiens qui se sont intéressés à l'histoire de Moïse et qui ont tenté de démêler le vrai du faux dans le récit biblique s'en sont très vite aperçus, évidemment. L'histoire de Moïse accumule les invraisemblances et les incohérences, trahit une sérieuse ignorance en fait du mode de vie et des croyances des Égyptiens. Faut pas oublier qu'il s'agit d'une œuvre littéraire et pas du tout d'un livre d'histoire. Il s'agit pas non plus de tirer dessus à boulet rouge. Je tape pas sur les mythes, bien entendu. Il s'agit de replacer dans l'histoire. On va commencer par le début. La naissance de Moïse et son abandon aux eaux du Nil. Cette histoire n'est pas tout à fait étrangère aux spécialistes des royaumes mésopotamiens. Parce qu'elle leur est même, comment je pourrais dire, étrangement familière. Ce n'est autre que la légende de la naissance du roi Sargon d'Akkad, un grand monarque sémite, fondateur de la dynastie sémite, qui règne vers 2360 avant Jésus-Christ sur l'ensemble de la Mésopotamie. Vous voyez, ça vient de loin. Et voilà l'histoire originale, découverte, inscrite sur des tablettes datées de 2500 avant Jésus-Christ. Écoutez bien. Une femme qui vient de donner naissance à un garçon calfeute le berceau en roseau avec du bitume, une substance qui abonde en Mésopotamie, mais qui est totalement absente, sachez-le, du sous-sol égyptien. Puis elle laisse la corbeille dériver le long de l'Euphrate, un jardinier en train de puiser de l'eau aperçoit la corbeille, découvre l'enfant et l'adopte. La déesse Ishtar a pitié de l'enfant et le couvre de sa protection, et grâce à son aide infaillible, l'enfant devient le grand roi Sargon Ier d'Akkad, le fondateur du premier empire de l'histoire, tout simplement. Cette histoire va se répandre dans tout le Proche-Orient jusqu'en Inde et dans les hauts plateaux tibétains, sachez-le. Il est évident que les scribes juifs qui ont rédigé la Bible s'en sont inspirés et l'ont replacée dans un contexte égyptien en adaptant quelques éléments. Le berceau de roseau est devenu une corbeille de papyrus qui abonde le long des rives du Nil, bien sûr, mais étrangement, ils ont gardé le bitume alors qu'ils n'en trouvent pas, encore une fois, en Égypte. Deuxième point, où la corbeille a-t-elle été repêchée ? Aux abords de Pi-Ramsès ? Ça, c'est l'hypothèse la plus communément admise. Effectivement, elle est située sur la branche du Nil la plus à l'est, là où justement se sont installés les Israélites. Alors ce qui est certain, c'est que la corbeille n'a pas pu voguer au gré des courants à cause des animaux qu'on ne trouve pas dans les eaux de l'Euphrate, mais qui hantent, eux, les profondeurs du Nil. Je vous passe les crocodiles. Bien sûr, vous imaginez ces bestioles qui infestent le fleuve, jusqu'à aujourd'hui encore, n'auraient fait qu'une bouchée du malheureux bébé. Le destin du futur libérateur se serait arrêté brutalement. Ça, c'est pas possible pour l'histoire. Donc on suppose plutôt que la corbeille aurait été déposée dans la jonchée, vous voyez, là où il y a tous les joncs, sur le bord du Nil, donc au milieu des joncs, où la fille de Pharaon a l'habitude de descendre, je vais dire pour se baigner, je vais mettre des guillemets. Parce que, avec ce que je viens de vous raconter, vous êtes vraiment sûr ? On va se baigner avec tous les crocodiles, sans parler les serpents d'eau, les hippopotames, tout ça. Alors, c'est très mignon, un hippopotame, c'est très beau, c'est très gros, mais c'est extrêmement féroce quand même. C'est pas très commode pour une baignade comme ça. Et cette scène s'accorde, si vous voulez, plus à la géographie de l'Euphrate, qui a des eaux bien tranquilles, où les villageois peuvent barboter, si j'ose dire, en toute innocence. Les textes égyptiens, d'ailleurs, évoquent souvent la servante insouciante qui risque de se faire bouffer par un crocodile. Ils mettent les lecteurs en garde contre les nombreux dangers qui se camouflent sous les eaux du fleuve, et ils conseillent de toujours bien regarder partout autour de soi si on veut éviter de servir de petit-déj aux crocodiles ou aux hippopotames et autres serpents. Une autre anomalie interpelle quand même les égyptologues, la décision de Pharaon de jeter tous les bébés hébreux mâles dans le Nil. Or, dans la pensée égyptienne, le dieu Osiris, le dieu bienfaisant par excellence, a été noyé précisément dans le fleuve. Donc tout homme qui meurt de la même manière est aussitôt divinisé, glorifié. Et cette erreur montre que l'auteur ignore tout simplement tout de la culture égyptienne. En plus, pourquoi faire mourir uniquement les garçons alors que ce sont les filles qui engendrent et mettent au monde des fils ? Les filles auraient-elles moins de valeur que les garçons ?
Aujourd'hui, ça nous fait réagir, peut-être moins à l'époque, c'est vrai, dans la pensée sémitique, mais absolument pas du tout dans la pensée égyptienne. En Égypte, les filles sont libres de vivre comme bon leur semble, elles peuvent épouser qui elles veulent, elles peuvent même divorcer à cette époque-là, garder leurs propres meubles, leurs propres biens, ce qui est impensable pour les Hébreux. Cette anomalie trahit donc la culture israélite de l'auteur et pas du tout la réalité égyptienne. Et puis encore une fois, comment voulez-vous renouveler la main-d'œuvre corvéable que représentent les Hébreux nécessaires à la réalisation des grands travaux si vous les tuez dès leur naissance? Tout ça n'a pas de sens. L'histoire de l'enfant caché dans les papyrus rappelle aussi le mythe de la naissance d'Horus, le fils d'Osiris. Sa mère, Isis, qui craint les nombreux dangers qui entourent l'existence de son enfant, décide de le cacher au beau milieu des marécages, jusqu'à ce qu'il soit devenu un homme. Manifestement, être tiré des eaux, c'est plutôt de bon augure pour accomplir un destin fabuleux, vous voyez ce que je veux dire. Donc chaque ligne du récit de l'Exode est remplie d'invraisemblances. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le lire, encore une fois. Donc non seulement la mère de Moïse fait adopter son fils par la fille du pharaon, mais en plus elle touche un salaire de nourrice en élevant son propre enfant. C'est pas un tableau naturaliste de l'Égypte et encore moins un recueil de faits historiques. À l'évidence, le rédacteur du livre de l'Exode n'a jamais mis les pieds en Égypte. Encore une fois, il s'agit d'une œuvre littéraire, poétique, remplie de motifs symboliques. L'adoption de Moïse par la fille du pharaon lui permet d'acquérir une double culture, c'est très pratique, hébraïque et égyptienne, qui lui permettent le moment venu d'endosser le rôle d'intermédiaire, évidemment, entre pharaon et le peuple d'Israël. Et puis ça nous fait des super films. La Bible ne dit rien de l'enfance de Moïse au palais royal. La tradition rabbinique comble justement cette lacune en indiquant qu'il est élevé à la cour de Pharaon jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'homme, instruit, je cite, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il est effectivement courant que parmi les étrangers installés en Égypte, certains soient choisis d'après leurs aptitudes pour être égyptianisés, si vous voulez, dans des écoles spéciales où on leur enseigne le mode de vie et la culture égyptienne. Devenus adultes, ils entrent dans l'administration pour servir les intérêts de l'État égyptien dans ses relations avec ses États vassaux. Les archéologues ont mis au jour ce qu'on appelle des centres de formation destinés justement aux garçons qui souhaitent devenir scribes, puis ensuite entrer dans la bureaucratie. Ces futurs fonctionnaires sont éduqués dans de véritables institutions qui entourent le palais royal. On ne compte plus les écoles destinées à l'éducation des enfants étrangers, tandis que dans le Fayoum, des dames de haute naissance se chargent de l'instruction des princes issus des cours étrangères. Des tablettes et des morceaux de calcaire sur lesquels des mains malhabiles ont recopié les grands classiques de la littérature égyptienne, témoignent de cette égyptianisation, si vous voulez, des enfants étrangers. Peut-être que l'une de ces écoles a accueilli le jeune Moïse. Mais comment replacer cette histoire dans un contexte historique précis? La tradition fait de Ramsès II le pharaon de l'Exode. Mais est-ce que c'est bien lui? Et comment en être sûr? J'ai déjà un peu répondu à cette question dans l'épisode précédent. Moïse aurait pu bénéficier d'une faveur du roi Horemheb, fondateur de la dynastie des Ramsides, très soucieux des problèmes posés par les remuants sémites d'Égypte. Et une fois égyptianisé, Moïse revient vers les siens. C'est l'époque où, selon l'archéologie, Séti Ier fait travailler des apirous, souvenez-vous, à une ligne de défense dans le delta oriental, près de Cantyre, un lieu que choisira Ramsès II, son fils, pour établir sa capitale, Pi-Ramsès. Alors, j'ai déjà indiqué dans l'émission précédente que des populations sémitiques s'étaient bien établies dans le pays du Nil, d'abord durant la 18e dynastie, puis sous les règnes des Ramsès, avant de quitter le pays et d'être écrasés par Méremptah, le fils et successeur de Ramsès II. L'archéologie et l'épigraphie prouvent qu'il y a bien eu des Hébreux en Égypte, j'insiste, mais il s'agit soit d'ouvriers étrangers, asiatiques, entre guillemets, amenés de force, c'est vrai, en Égypte pour travailler sur les chantiers de construction, soit des criminels, des voleurs, des brigands, bref, des gens pas très recommandables. Nulle part, en dehors de la Bible, on ne trouve de traces d'un peuple entier réduit en esclavage, maltraité, mal nourri par des fonctionnaires sans scrupules. Ils représentent une main-d'œuvre considérable. Les Égyptiens ont donc tout intérêt à les traiter convenablement, à leur fournir de la nourriture en quantité et à leur octroyer des jours de repos pour qu'ils puissent restaurer leur force, justement.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.